vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre à ces questions multiples qui m'ont fait bousculer totalement le topo que j'avais préparé en écoutant les interventions. Le Rwanda est en Afrique. Ce n'est pas indifférent de rappeler cela dans cette réflexion comparative. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire de l'ethnographie. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que je cite souvent, celle d'Alfred Grosser en 1989, disant qu'il n'est pas vrai qu'un massacre d'Africains soit ressenti de la même manière qu'un massacre d'Européens. Je crois que dans toutes les difficultés que nous avons quand on s'intéresse au Rwanda, moi je travaille sur l'histoire de cette région depuis près d'un demi-siècle, je n'ai pas cherché à travailler sur les génocides, je travaille sur l'histoire de la région des Grands Lacs. Les génocides, je les rencontrais. Alors, donc, il y a un problème de l'historicité des sociétés africaines. Le Rwanda est en Afrique, le Rwanda est dans le monde. Il n'échappe pas aux interrogations générales. Et je crois qu'à partir de là, on peut faire du comparatisme, c'est-à-dire faire de l'histoire. Alors, ce à quoi j'avais pensé, ça va être très rapide, en 10 minutes, c'est qu'il y a une série de fondamentaux à rappeler. Et à cette occasion, j'évoquerai chaque fois un peu les sources. D'abord, en ce qui concerne le génocide des Tutsis du Rwanda, on a assisté depuis le début et jusqu'à aujourd'hui à des tentatives de légitimation ou de banalisation. Alors, je résume là parce que je dois aller très vite. Ou bien ce sont des atavismes tribaux, c'est normal. Ces gens-là se tuent, ce sont des sauvages. Ou bien on nous dit, ah, il y avait une guerre. Il y avait une guerre civile depuis 1990. En fait, il y a eu un accord de paix en août 1993. Le génocide est d'avril 1994, je rappelle. Mais enfin, c'est d'une guerre, donc tout peut se passer. Il y a des dégâts collatéraux. Il y a eu une colère populaire normale quand le président Habyalimana est mort dans l'attentat contre son avion. Donc c'était normal, un président Hutu. Le lendemain, on commence à massacrer toutes les familles Tutsis. C'est normal. Alors, donc c'est la guerre. Il y a beaucoup d'autres justifications, des justifications de nature religieuse, des justifications évoquant l'histoire. Alors là, je pense à une des bases qui m'ont fait toucher du doigt la réalité du génocide, parce que moi je n'étais pas sur place, mais après coup j'y ai été, et nous avons pu accéder, Jean-François Dupaquier, Marcel Kabanda sont ici, à la documentation de la radio des Mille Collines, la RTLM. Et donc les émissions de cette radio, disons officieuses, représentant l'extrémisme, courant politique extrémiste Hutu, eh bien, donner tout le contenu de l'idéologie et de la méthode qui préparait et puis qui accompagnait le génocide. Et tout cela, nous le retrouvons là. Mais nous retrouvons aussi des choses auxquelles ne s'attendaient pas ces gens, parce qu'ils pensaient qu'en parlant Kinyarwanda, ils s'adressaient à leur opinion publique, mais que le monde ne serait pas au courant, en fait. Et puis, il y a ces enregistrements qui nous permettent de voir que, par exemple, d'un exemple, je dois aller très vite, quand il s'agit de guerre, on nous explique que c'est Intamara Lulangiza, la guerre finale, une guerre cruciale, décisive, donc où on doit résoudre définitivement la question des Tutsis. Tout ça est dit en Kirundi clairement. Où on nous explique, quand on apprend sur cette radio que les Français enfin vont venir pour nous aider, dit la radio, il faut quand même qu'on se présente correctement. Donc, il y a une émission le 18 mai 1994 qui dit « Alors, nos experts nous disent, on nous demande qu'il n'y ait plus de cadavres humains visibles sur les routes et qu'il n'y ait plus de personnes tuant une autre pendant que d'autres assistent en riant sans la remettre aux autorités. » Ça, c'est le descriptif du quotidien du génocide. Et donc, en quelque sorte, ces journalistes avouent qu'ils sont au courant, qu'ils sont en train d'organiser la dissimulation. Voilà un type de source. En direct, ces émissions accompagnent le génocide. Bon, deuxième point fondamental qui est apparu aussi, mettant en valeur la nature de ces tueries,
c'est leur mise en œuvre organisée, bureaucratique, selon le maillage administratif que connaissait ce pays, un peu partout des barrières, etc. Là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais là, il y a beaucoup d'éléments qui sont apparus. Alors, quelles sont les sources fondamentales? Les grandes enquêtes faites immédiatement par l'association African Rights. On a un livre de moins 900 pages de témoignages recueillis immédiatement, où les témoins sont des Hutus comme des Tutsis. Parce qu'encore une fois, il faut que je le dise quand même très vite, ce ne sont pas les Hutus qui ont tué les Tutsis. Ce sont des organisations, des Hutus, pris dans un système politique extrémiste qui ont tué systématiquement les Tutsis. Ce ne sont pas les Hutus. Ce n'est pas une guerre interethnique, comme on entend sans arrêt dire ça dans la presse, encore maintenant. Alors donc, des Hutus aussi bien que des Tutsis ont témoigné. Il y a la grande enquête de la FIDH et de Human Rights Watch, dirigée par notre regretté collègue Alison Desforges, en français « Aucun témoin ne doit survivre ». Il y a eu les témoignages dans les très nombreux, peut-être insuffisamment nombreux et trop lents, mais enfin, qui sont là, les procès qui se sont déroulés à Arusha, ou bien les témoignages lors du procès de Bruxelles. Lord de Vulpian, ici présente, a publié un livre qui fait le compte-rendu de ce procès. Bref, il y a de nombreux témoignages sur cette organisation, sur son encadrement. Très vite, un médecin allemand, je donne un exemple, parce que, bon, je pourrais en donner beaucoup, un médecin allemand coopérant, il avait une amie rwandaise, il est resté avec elle à l'hôpital de Kibuye, il a laissé ses souvenirs, il explique la normalisation, comment le 12 avril, le téléphone est coupé, on fait refluer tous les Tutsis dans le stade de la ville, et puis, une semaine après, Grenade et Rafale ouvrent la tuerie sur 5000 personnes, on tue tout le monde, et un médecin responsable régional de la santé explique que c'est normal parce qu'il y a là une masse de sympathisants des rebelles. C'est ça l'ambiance du génocide. Et voilà un témoignage, livré immédiatement après son retour en Allemagne par ce médecin. Bon, alors je voudrais dire deux mots aussi sur les témoignages. L'oralité, alors j'ai dit tout à l'heure, le Rwanda est en Afrique, et je me refuse à tout exotisme. Cela étant, les cultures africaines, les cultures européennes, les cultures chinoises, etc., chaque culture a certains traits, certaines dominantes. Et il y a un héritage en Afrique qui est très fort. C'est celui de l'oralité. Certes, aujourd'hui, il y a eu l'école, la radio, etc. Et donc l'oralité ne fonctionne plus du tout comme autrefois. Mais quand même, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi des films où on enregistre des témoins qui racontent en Kinyarwanda, il y a traduction, etc., de ce qu'ils ont vécu. Il y a une richesse, je ne sais pas si vous avez été frappé par ça, il y a une richesse d'expression en Kinyarwanda. En fait, l'oralité, la parole, la prise de parole en Afrique, elle bénéficie de tout un héritage. Et ça, il ne faut pas le négliger, même dans la transmission. Là, c'est pour ça que je mettrai un bémol à ce qu'a dit mon Péchanski. À propos des sources orales, sinon je n'aurais pas fait d'histoire en Afrique. Et Dieu sait si je suis critique à l'égard de l'oralité et sur la façon naïve de l'apprendre. Mais il y a une richesse, et ça peut se vérifier par toutes sortes de témoignages croisés, etc. Mais il faut poser la question de l'oralité et de sa vertu, si on peut dire, spécifique en Afrique. Bon, troisième point. Comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas cherché à travailler sur les génocides ou la résolution des conflits. Je suis historien, banalement historien, et il s'est trouvé que j'ai travaillé sur cette région. Et l'historien travaille sur un contexte. Et il y a tout un contexte. On ne peut pas, le génocide n'est pas tombé du ciel. Il y a toute l'histoire du Rwanda contemporain, que je ne vais pas commencer à résumer ici, mais enfin, il y a une idéologie raciste qui est à l'œuvre dans ce pays depuis l'indépendance, qui s'enracine elle-même dans une idéologie de race que les Européens, les colonisateurs ont développée parce que c'était agréable pour l'Afrique de tout expliquer comme ça. Et en gros, pendant des décennies, on nous a dit qu'en Afrique, il y avait des vrais nègres et des faux nègres, qu'il y avait des Bantous et des Hamites. Et ce message, il a circulé, il est passé, il a été réutilisé, réinterprété, et on le retrouve dans la propagande du génocide. Alors, quand vous avez des phrases dans la propagande écrite cette fois-ci, du genre «
un cancrelat, un cafard, ne peut pas donner naissance à un papillon. Un cafard donne naissance à un autre cafard. L'histoire du Rwanda nous montre clairement qu'un Tutsi est demeuré identique à lui-même, qui n'a jamais changé. La malice, la méchanceté sont celles que nous connaissons dans l'histoire de notre pays. Est-ce que c'est de l'ethnicité, ça? Non. C'est du racisme, très banal. On connaît ce racisme. Bon, je pourrais donner d'autres citations. Donc, il y a une idéologie de race, il y a une histoire de cette idéologie. Et moi, j'oublierai jamais un article qu'a publié une journaliste belge, Marie-France Cros, dans la Libre Belgique, le 1er juin 1994, en plein génocide. Elle dénonce ce qu'elle appelle le racisme de bonne aloi, qui sévit dans les opinions européennes. Elle dit, il y a eu la Shoah pour les Juifs. Ils savent, on sait très bien que le génocide des Juifs a eu lieu. Donc, aujourd'hui, personne n'oserait écrire, enfin, encore qu'il y a parfois des dérapages, hein, on l'a vu. Aujourd'hui, les Juifs comme Avars, Sale, le Nécrochus, selon la caricature couramment utilisée avant la guerre. Nous avons cependant entendu souvent nos compatriotes, pas tous, liés au Rwanda, expliquer benoîtement que les Tutsis sont intelligents et fourbes, tandis que les Hutus sont balourds mais gentils. On a trouvé ça récemment. Il y a eu un procès contre un essayiste qui avait repris ces topos. Et les juges ont estimé que c'était normal dans le cadre d'un raisonnement politique. Bon, bien. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du travail à faire chez nous pour comprendre ce qui a eu lieu au Rwanda, qu'il y a un génocide. Alors, donc, je termine en disant que j'avais d'autres éléments sur les sources, etc. Il y a quand même eu une mission parlementaire de 1998 qui a parlé qui écrit « La menace d'un possible génocide a été sous-estimée alors que se multipliaient dans la plupart des partis politiques des branches extrémistes ouvertement racistes ». Donc ça a été dit à l'Assemblée nationale, dans une commission de l'Assemblée, une mission parlementaire française en 1998. C'est il y a longtemps déjà, 1998, c'est combien? C'est 14 ans? Bon. Alors, d'autre part, je rappelle quand même que le génocide des Tutsis du Rwanda a été reconnu par la communauté internationale et je ne vois pas pourquoi la France hésiterait à reconnaître ce que la communauté internationale a reconnu. Faut-il même qu'elle le reconnaisse? De toute façon, il est reconnu. Bon. Alors, je vais terminer en disant que lorsque Madame Taubira a défendu sa loi sur la reconnaissance comme crime de l'humanité de la traite et de l'esclavage, elle avait notamment dit que nous allons, non pas, on ne fait pas de la repentance, avait-elle dit, nous allons décrire un crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination, mutatis mutandis. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la traite des esclaves est un génocide, mais enfin, on se retrouve devant le même défi. Il faut qu'en France, on dise clairement les choses et qu'on cesse de tourner autour du pot sur le génocide du Rwanda. Je vous remercie de votre attention. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, cette conclusion m'amène, puisque tu l'as évoqué, à rendre hommage à Laure de Vulpian qui est parmi nous et qui, comme journaliste, a fait un travail exceptionnel depuis des années autour de cette question du génocide. Et je pense que ça fait écho à cette vigilance que tu évoquais, et ça, dans son dernier ouvrage, elle donne tout de même des clés qui permettent de comprendre la gêne que nous pouvons avoir en France sur le sujet. Oui, sur la mise en histoire, l'intérêt aussi de ton intervention, c'est que tu as inscrit dans le temps long, et que tous ces génocides doivent être inscrits dans le temps long. On est évidemment dans des temporalités différentes, la temporalité hyper accélérée de l'événement lui-même, et puis les temps longs qui donnent des clés d'analyse, des clés d'interprétation de phénomènes génocidaires. Et tu me fais penser aussi à ce qu'a écrit mon ami Gérard Rabinovitch, qui est un philosophe, sur la question des process génocidaires, et qui citait le cas du Rwanda
qu'on a souvent présenté comme un génocide archaïque, alors que, comme il le montre, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un génocide qui est entièrement dans la modernité, puisqu'il va s'appuyer sur un média qui, évidemment, est difficilement associé à des mécanismes archaïques. Alors, il y a l'horreur de la violence qu'on peut dire... voilà, là, on pourrait aller chercher très loin les mécanismes à l'œuvre, mais ils utilisent la médiation des outils de la modernité, et ça doit aussi nous interroger sur ces mécanismes-là. On pourrait évoquer aussi la tentative du suicide, de suicide du responsable militaire canadien dont m'avait parlé assez longuement. D'ailleurs, c'est ça dont m'avait parlé assez longuement mon ami Boris Cyrulnik, qui était allé le voir pour en discuter d'ailleurs avec lui. Serait ce militaire canadien qui avait demandé qu'on intervienne sur ces 1000 collines, qui avait demandé qu'on puisse bombarder à plusieurs reprises et qui ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir désobéi. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à Alain Ngerinchuti, donc qui est juriste, qui est vice-président d'Ibuka, et qui va nous apporter cet autre angle d'approche qui est indispensable dans ce type de compréhension d'un mécanisme génocidaire qui est à multiples dimensions. Si tu veux bien, là. Merci Denis. Au début de ton intervention, tu as dit que la victime a toujours été au cœur de l'histoire. Moi, je ne veux pas vous livrer une réflexion scientifique. Je n'ai pas de casquette scientifique. Mais bien au contraire, je vais vous livrer une réflexion de rescapés et de responsables d'une association qui représente les rescapés sur le témoignage. Donc bien entendu, il y aura de l'oralité. Étant donné que moi-même je suis rwandais, donc africain, évidemment il y aura de l'oralité. Donc la réflexion donc, va porter sur 3 points essentiels, sur l'importance, le pourquoi du témoignage du rescapé. Le deuxième point, c'est permettre aux rescapés de témoigner. Et le troisième, c'est les formes du témoignage, selon une réflexion de rescapé. Partant de mon expérience personnelle, moi, j'ai commencé à témoigner suite à la découverte du négationnisme. J'ai découvert le négationnisme en arrivant en France en 2001. Le premier livre que j'ai lu sur le Rwanda, sur la question du génocide rwandais, tel que c'était intitulé sur ce livre, c'est un livre d'un certain Charles Onana, qui livre en gros une approche selon laquelle les Tutsis, s'ils ont été victimes, ils l'ont bien mérité. Face à cette démarche, à cette approche, je ne pouvais plus me réfugier dans mon silence, parce que j'avais décidé moi-même de ne pas témoigner, parce que c'était une sorte de protection à mon égard, moi-même. Donc j'ai décidé, à compter de ce jour-là, à commencer à témoigner devant des assemblées différentes, des écoles, dans les colloques et pendant les commémorations tant que je le peux. Donc il y a cette nécessité pour le rescapé de témoigner pour dire que cette chose qui est le génocide qui nous a frappés, qui a emporté les nôtres, a existé. Et que c'est pour ça qu'on est là. Si aujourd'hui on est là en tant que rescapé, c'est que cette chose a existé. L'autre importance pour le rescapé de témoigner, quand il le peut, toujours, c'est pouvoir lui-même vivre, survivre. Parce que il y en a qui peuvent le supporter, comme je le faisais moi-même, me réfugier dedans, mais d'autres qui sont rongés par le silence, par le fait qu'ils ne peuvent pas parler. Ils aimeraient bien parler, mais ils ne peuvent pas le faire. Et ils sont rongés. Et
la thérapie leur permet aujourd'hui de pouvoir parler et de s'exprimer et donc de partant survivre réellement parce qu'il s'agit de la survie. L'autre importance qui n'est pas moindre, c'est de ne pas laisser la vérité du génocide uniquement au bourreau. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que au Rwanda, il y a très peu de rescapés. Et que la majorité du matériau de l'histoire du génocide est livré par les génocidaires. Donc, il est important pour les rescapés de pouvoir parler, de livrer une autre vérité. Et il est important aussi ici de rappeler que si les génocidaires sont condamnés au Rwanda, c'est que aussi c'est sur la base des témoignages qui sont livrés par les rescapés. Témoigner aussi, c'est important comme un instrument de lutte contre l'oubli, indépendamment de la lutte contre le négationnisme. Parce que si on ne témoigne pas de ce qui a été, on va tomber dans l'oubli et on ne va pas tirer les leçons, on ne va pas tirer d'enseignements de l'histoire. Et ça, c'est important, le dire aux générations futures que ça a été et pouvoir, partant, réfléchir sur les mécanismes qui ont conduit à cette abomination pour pouvoir l'éviter pour les générations à venir, quel que soit le continent, quel que soit le peuple. Mais si témoigner c'est important, encore faut-il permettre aux rescapés de pouvoir le faire. Pour le faire, il faut mettre le rescapé en confiance. Je le dis parce que j'ai eu une expérience au Rwanda qui a consisté à décrédibiliser la parole des rescapés quand on témoignait ou quand on participait à une réflexion. La parole souvent était mise en doute selon une argumentation selon laquelle le rescapé, c'est une victime qui parle par le sentiment, il est rongé par la douleur, il n'est pas capable d'apporter une moindre réflexion sur les vrais problèmes, sur le fond du génocide, sur les problèmes de la société. Donc il faut mettre le rescapé en confiance, le considérer comme un acteur de la société civile qui peut apporter une réflexion indépendamment de sa douleur. Mais également, il faut le considérer comme, bien entendu, l'acteur de sa propre histoire, mais aussi comme le témoin de l'histoire même du génocide. Sans lequel il y a une certaine vérité historique incontournable, on passerait à côté. Permettre aux rescapés de témoigner, c'est aussi instaurer un cadre de témoignage. Ça peut passer par l'éducation dans les écoles. Inviter les rescapés, avoir un programme d'enseignement du génocide dans lequel on devrait inviter les rescapés pour apporter cette réalité, pour faire vivre cette réalité, cette histoire. Ça peut passer aussi par une documentation. La documentation, ça peut passer par les écrits, ça peut passer par les films, ça peut passer par les créations artistiques. Le troisième point, c'est les formes de témoignage. Au risque de me répéter, la première forme de témoignage pour moi, pour la réflexion, au regard de la discussion que j'ai pu mener avec d'autres rescapés, c'est nous-mêmes. C'est le rescapé lui-même. Le fait qu'on est là, c'est un témoignage. Le fait que je sois là aujourd'hui devant vous, c'est le témoignage que le génocide de Tutsi a eu lieu, avec les séquelles qu'on peut porter sur nos corps, avec le silence aussi que parfois on peut observer, c'est un témoignage. Mais c'est également la parole que les rescapés livrent. C'est aussi l'histoire qu'ils racontent sur leur passé. Mais ça peut aussi être les romans, les livres qui sont écrits par le rescapé lui-même. Ça existe. Donc je nuance, il n'y a pas que de l'oralité, il y a aussi de l'écrit. Parmi ces formes, il y a aussi, parce que le peuple rwandais a découvert le génocide. On ne savait pas ce qu'était un génocide. Il a fallu trouver les mots pour désigner cette chose. Parmi les formes qui ont été mises en place, qui ont été
créé spontanément. Il y a évidemment en parler, il y a les chants, il y a les poèmes, il y a des représentations théâtrales et des essais de création artistique. Mais une chose très importante qu'on a appris à faire, parce que la société rwandaise n'avait pas le culte de la représentation des morts dans le public. Mais le génocide a bouleversé toutes les valeurs de la société rwandaise. Donc il a fallu imaginer comment inscrire dans l'espace public, inscrire dans la conscience collective de la société rwandaise, mais pas uniquement la société rwandaise, mais également la société internationale, la communauté internationale, comment inscrire cette mémoire dans l'espace public. Alors, il a été imaginé de créer des monuments mémoriaux. Au Rwanda, vous avez partout, là où il y a eu des massacres de masse, à toutes les échelles où vous avez eu des massacres de toute une famille, vous avez, même pour des corps, des personnes inconnues, vous avez des mémoriaux qui signifient, qui symbolisent que les massacres ont eu lieu sur ces endroits-là. Et pour couronner le tout, un mémorial national a été érigé sur une colline qui s'appelle Gisozi, dans la capitale du Rwanda, Kigali. Donc tout ça, ce sont des mécanismes, des matériaux qui ont été inventés, qui n'étaient pas du tout connus de la société rwandaise parce que on a découvert, on a rencontré le génocide. Je finis par cela pour dire qu'il est important qu'en France, également, on puisse avoir érigé un mémorial dans l'espace public pour inscrire les mémoires du génocide dans l'espace public. 3 raisons importantes pour l'avoir, pour ériger ce mémorial, ou ce lieu. Premièrement, c'est pour des raisons de pédagogie, pour enseigner à l'opinion publique française que ça a eu lieu, pour enseigner à l'opinion publique internationale que ça a eu lieu. Deuxièmement, c'est permettre, parce que la mémoire du génocide, le génocide, comme la définition juridique l'indique, c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est pas une histoire de Rwandais, c'est pas une histoire uniquement d'Africains, mais c'est une histoire de l'humanité. Donc ériger un mémorial en France, ça a du sens pour permettre aux Français, pour permettre à chacun et à la société de manière générale de s'approprier cette mémoire-là. Et enfin aussi c'est un message aux négationnistes. C'est dommage de passer par cela, mais le négationnisme est bien réel, le négationnisme est là, il est présent dans les écoles, il est présent dans les livres, il est publié. Donc c'est également un message qui est lancé aux négationnistes pour dire attention, la République ne se laissera pas faire, ne laissera pas profaner la mémoire du génocide des Tutsis. Je vous remercie.